Dans ce TP numéro 5, nous intéressons au magmatisme des zones de subduction. Comment se forme ce magma? Quelle est son origine? Comment expliquer sa naissance à 100 km de profondeur? Et comment on peut aussi expliquer cette grande viscosité par rapport aux laves que l'on pourrait trouver au niveau des dorsales? Et c'est vrai que d'un point de vue intuitif, on parle de plaques qui plongent sous une autre. On pourrait imaginer après tout et faire l'hypothèse que c'est la plaque océanique qui fond en profondeur et qui génère ce magma qui ensuite donnera les volcans que l'on a observés, ce magmatisme que l'on peut observer ensuite bien en profondeur et en surface de la côte continentale. Alors pour expliquer cela, plusieurs documents sont proposés. Ici un premier document, en fait, où l'on voit les isothermes que l'on peut observer au niveau d'une zone de subduction. On demande ici dans la question de relever les valeurs observées sur différents points en termes de température. Il suffit de relever ici au niveau de l'isotherme, par exemple, ici ce point G correspond à la température de 800 degrés par exemple. Il suffisait de compléter ce tableau ici et ensuite compléter le graphique ici. Quel est l'intérêt de faire ceci? C'est simplement de déterminer à quel moment on peut observer la formation de magma. Les valeurs attendues étaient celles-ci. Ici, au niveau du tableau, on peut relever ces températures. Et quand on place dans le graphique, on observe ceci. Là, on est au niveau, donc, pour faire un point important, en termes de valeurs relevées, vous aurez remarqué que les valeurs qui sont dans ce graphique, pour A, B, C, alors vous remarquerez qu'ici, quand on prend le D par exemple, on est au niveau de la croûte océanique. E, F, G aussi. Et par contre, pour A, B, C, on est au niveau de la croûte continentale. Je reviens sur la correction donnée. Ici, si on a observé en laboratoire les conditions de fusion d'une péridotite et du basalte. Quand on prend les points que nous avons relevés au niveau de la zone de subduction, eh bien on constate que si on prend les points A, B, C et E, F, G, en termes de température, si on prend E, F, G, les conditions ne sont pas réunies pour donner une fusion de la péridotite. En fait, si la péridotite est sèche, vous le constatez, elle ne pourra jamais être sous forme liquide. Petit rappel sur un diagramme pression-température. Vous voyez qu'ici, ce diagramme pression-température peut permettre de définir différents domaines. Dans ce domaine ici, par exemple, la péridotite va être en fusion partielle, on a solide plus liquide. Ici, de ce côté, elle est solide. Si par contre, la péridotite est hydratée, on lui apporte de l'eau. On constate que pour une même pression, ici elle est solide, ici elle commence déjà à fondre, alors que si elle était sèche, elle ne fondrait pas. Ici, si on apporte de l'eau dans la péridotite, qui est la roche du manteau, on observe qu'elle peut fondre. Par contre, vous pouvez remarquer que si on prend les conditions de pression et température au niveau d'un basalte, au niveau de la zone de subduction, les conditions ne sont pas réunies pour permettre la fusion du basalte. Même si on rajoute de l'eau à ce basalte, il ne pourra pas fondre. Par contre, la péridotite du manteau, elle peut fondre. La question que l'on peut se poser, effectivement, c'est celle-ci. C'est est-ce que, on peut imaginer que peut-être c'est la fusion partielle de la péridotite qui génère ce magma. Au niveau de ce tableau, ce qui est assez intéressant et assez étonnant, ce sont les différences de composition. Alors là, ceci donc, on l'a effectué. On demande dans le document aussi d'apporter une explication à la formation de ce magma à la verticale des arcs insulaires et des cordillères de subduction. Ici, au niveau donc de votre livre, j'y reviens dessus tout de suite, page 195, nous y voilà. Il faut s'intéresser notamment donc aux documents 2 et 3. Alors, dans ce document 2 et 3, si je prends le document 2 par exemple, ici en fait ce document 2 fait écho à ce qu'on a déjà vu au cours du TP3. On a vu effectivement que lors de certaines réactions,
quand on passait de schiste vert à schiste bleu, par exemple, ou quand on partait de gabbro à schiste vert, il y a des transformations du métamorphisme. Par exemple, on observait de la chlorite sur certains minéraux, on voyait qu'il y avait hydratation, si on prend l'exemple des schistes verts par exemple, mais on a vu aussi que si on prend les schistes bleus qui sont cités ici, eh bien, au cours de la transformation, notamment de l'apparition du glaucophane, il y avait un rejet d'eau. De l'eau était produite à ce niveau-là. On observe ceci aussi au cours de la transformation des schistes bleus en éclogite à grenat. On a vu qu'il y avait un rejet d'eau. Alors, est-ce aussi une conséquence au niveau de la zone de subduction? Rappelez-vous dans cette capture d'écran du logiciel que je vous ai montré dans le TP numéro 3, quand on passe de schiste vert à schiste bleu, il va y avoir un rejet d'eau qui va se faire. Mais il y a aussi un rejet d'eau qui se fait au cours du passage schiste bleu et éclogite à grenat. Cette eau qui va être produite, elle va être rejetée à quel endroit? Elle va être rejetée à ce niveau-là. Et ce niveau-là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est du manteau supérieur rigide, qui est situé sous la croûte continentale. Or, on a vu juste avant que ce manteau supérieur rigide, vous le savez, il est fait de péridotite, et dans le diagramme précédent, on a vu que si cette péridotite était hydratée, elle pouvait rentrer en fusion. On avait des conditions réunies pour qu'elle rentre en fusion. Donc, nous pouvons ici faire l'hypothèse que c'est le rejet d'eau au cours de la déshydratation des roches métamorphiques qui est à l'origine de l'hydratation du manteau et de la fusion partielle de celui-ci. En fait, c'est la déshydratation des roches métamorphiques qui permet de produire de l'eau qui va être à l'origine de cette fusion partielle du manteau lithosphérique. Là, on pourrait se demander, mais fusion partielle du manteau lithosphérique, on devrait trouver un magma en hauteur et en profondeur qui soit d'origine péridotique, qui fait fondre de la péridotite. On devrait observer un magma qui soit très proche de la composition de la péridotite. Or, déjà, première remarque intéressante, c'est qu'on a une fusion partielle, ce n'est pas une fusion totale. Le manteau péridotique ne va pas fondre en totalité. Il n'y a qu'une partie qui va fondre. Et dans les documents que vous avez, hop, qui sont cités ici, on a un autre rapport qui va être très important. C'est celui-ci. Dans le document, on vous demande d'expliquer pourquoi on a en fait une différence de composition chimique. Alors déjà, juste avant, dans la question précédente, on a compris que la formation du magma était due à une fusion partielle de la péridotite suite à un rejet d'eau. Comment on peut expliquer ces différences de composition? Déjà, on peut constater que si on prend la péridotite hydratée, elle contient ce pourcentage en silice. Alors qu'au contraire, le magma andésitique, lui, est beaucoup plus riche en silice. On a vu effectivement que le magma andésitique était très visqueux, il a une teneur élevée en silice. Si maintenant on s'intéresse aux roches, si on prend la serpentinite ou la péridotite, qui sont des roches relativement proches, eh bien on voit que si on compare ceci avec le granit, on voit aussi encore une fois des différences, notamment en termes de silice. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de silice au niveau du granit que dans la péridotite. Pareil pour l'andésite, ici on voit qu'il y a beaucoup plus de silice dans l'andésite que dans la péridotite. Et enfin, si on s'intéresse notamment au calcium par exemple, si on prend le granit, eh bien lui va être très propre en calcium, la péridotite en a beaucoup plus. Comment on peut expliquer ces différences de composition entre une péridotite et les roches qui vont être issues de ce magma? Puisque je vous le rappelle qu'on a vu juste avant que le magma venait d'une fusion partielle de la péridotite. Comment ça se fait que ce magma soit très différent de la roche qui est rentrée en fusion? L'explication, nous l'avons juste en dessous. Quand une roche rentre en fusion, seuls, en tout cas en premier, les minéraux qui vont fondre sont ceux qui, en fait, fondent, ça paraît logique, fondent le plus facilement. C'est eux qui vont passer en premier de la composition de ce liquide. Les premiers, en fait, qui sont notamment riches et bien en potassium et en magnésium. Ceux qui vont fondre en premier, ce sont ceux qui fondent le plus facilement. Donc déjà, le liquide, c'est à fusion partielle, le liquide va être enrichi des minéraux qui vont fondre le plus facilement. Donc ça, c'est un premier élément important.
pour expliquer la différence de composition chimique entre le magma et la péridotite. Dans le magma, on va trouver les minéraux qui ont fondu le plus facilement. Si la roche fondait totalement, on aurait un magma qui serait très proche de la composition de la péridotite. Mais ce n'est pas le cas. On a une fusion partielle, donc la péridotite ne fond pas totalement. Seuls les minéraux qui fondent le plus facilement vont se retrouver dans ce magma. Ça, c'est un premier élément important. Autre élément important qui est précisé dans votre livre à la page 197, c'est celui-ci. Alors, je le mets en plein écran, je vais réduire le zoom pour qu'on puisse mieux le voir. C'est celui-ci. Alors, je vais mettre un gros plan tout de suite. Voilà. Chose très importante ici dans ce document, c'est que vous le constatez, le refroidissement il va se faire de manière progressive. Effectivement, quand ce magma va remonter vers la surface, plus on a vu ensemble qu'il y avait plusieurs possibilités, il peut s'arrêter en profondeur, la roche refroidit lentement, on obtient des roches magmatiques de type plutonique, ou bien s'il arrive en surface, il se refroidit rapidement, on observe une structure microlithique avec des roches type andésite rhyolite. Comment expliquer cette différence de composition? Vous voyez que au cours du refroidissement, certains minéraux vont cristalliser en premier. Pour quelle raison? Tout simplement parce que leur température de cristallisation est très élevée. Si ce magma, et c'est le cas, il est aux alentours d'une température de 1200 degrés, eh bien, on aura quasiment, un peu plus, 1300 degrés, on aura quelque chose qui va être liquide. Mais quand on va baisser la température, car il va se refroidir progressivement ce magma, eh bien, les minéraux qui ont une température de cristallisation élevée, quand on passe en dessous de cette température, au cours du refroidissement, eh bien, ils vont apparaître, ils vont se cristalliser, ils vont apparaître en premier, notamment les olivines. Ce qui fait que si ça apparaît en premier, eh bien, ces minéraux, ils vont cristalliser et se précipiter, ils vont tomber au fond de la chambre magmatique, et donc le magma qui va être produit, eh bien, ne contiendra plus d'olivine, il contiendra plus certains éléments. L'olivine est très pauvre en silice. Donc progressivement, au cours de ce refroidissement du magma, eh bien, on constate qu'il y a des minéraux qui vont apparaître, et ces minéraux en apparaissant, ils vont se séparer du reste du magma. Donc, qu'est-ce qu'on observe progressivement? Eh bien, on va observer progressivement que certains minéraux vont apparaître en dernier, et dont le magma qui va arriver en surface sera principalement formé des minéraux qui sont formés en dernier, notamment le quartz, le feldspath, la muscovite, et on peut observer aussi qu'il y aura, ça je vous le précise, il y aura de plus en plus de silice, il va y avoir un enrichissement en silice. On a ce qu'on appelle une différenciation magmatique. Le magma initial était proche d'une composition de la péridotite, mais progressivement, ce magma va se différencier et il va s'enrichir en silice, il va s'enrichir des minéraux qui vont se former en dernier, qui ont la température de cristallisation la plus basse. On va passer progressivement, vous le voyez, d'une composition péridotitique à une composition de type granite et rhyolite. Et c'est ceci qui explique en fait les différences entre les roches. Progressivement, on a une différenciation qui va se faire. Chose importante que je tenais aussi à rajouter, c'est qu'on a finalement une fusion partielle. On a ensuite une différenciation magmatique qui va se faire, et aussi au cours de sa remontée, eh bien, le magma va rentrer en contact de la croûte continentale, il va se contaminer, il va aussi faire rentrer en fusion la cheminée qui l'entoure, et on va donc avoir un mélange qui va se faire de différents minéraux.